Salut à tous. Et si les légendes n'étaient pas que des histoires pour faire peur aux enfants? Avez-vous déjà été témoin d'un phénomène que vous ne pouviez expliquer? Quelque chose qui défie la logique et vous laisse un frisson dans le dos bien après les faits? L'histoire qui suit n'est pas la mienne, mais celle de plusieurs personnes qui, sans se connaître, ont partagé une expérience troublante au cœur du bocage normand, le long d'une voie ferrée oubliée par le temps et les hommes. Cette ligne, la ligne de Vire à Mortain, est une cicatrice de fer et de ballast qui serpente à travers les collines verdoyantes, les forêts denses et les villages endormis. Fermée au trafic voyageurs en 1938, puis sporadiquement utilisée pour le fret avant d'être totalement abandonnée dans les années 70, elle est aujourd'hui un sentier de randonnée prisé des amoureux de la nature et un terrain de jeu pour les explorateurs urbains. Mais sous sa quiétude apparente, la voie cache une mémoire tragique, une légende murmurée les soirs d'hiver au coin du feu, la légende du convoi 44. En juin 1944, en pleine bataille de Normandie, alors que la région était un enfer de feu et d'acier, un train sanitaire allemand aurait été réquisitionné par la résistance locale près de Vire. Le convoi, composé d'une vieille locomotive à vapeur et de plusieurs wagons de marchandises sommairement aménagés, transportait des blessés graves, des civils fuyant les combats et, dit-on, une poignée de prisonniers politiques libérés d'une geôle locale. Leur destination était une zone plus sûre, vers le sud, loin du front, qui se rapprochait inexorablement. Le train s'est engagé sur la ligne de Mortain en pleine nuit, tous feux éteints, pour échapper aux redoutables chasseurs bombardiers alliés qui sillonnaient le ciel. Il n'est jamais arrivé à destination. Aucune trace de déraillement, aucune carcasse calcinée, aucun rapport officiel. Le train, avec ses dizaines de passagers, s'est tout simplement volatilisé dans la nuit normande. Les anciens racontent qu'il a été pris dans une boucle temporelle, victime d'un bombardement si intense qu'il aurait déchiré le voile de la réalité. D'autres, plus pragmatiques, pensent qu'il a été pulvérisé par une bombe de forte puissance dans un tunnel ou un ravin et que les autorités, dépassées par les événements, ont simplement classé l'affaire. Pendant des décennies, cette histoire est restée confinée au folklore local. Jusqu'au printemps 2023, Léo, un jeune photographe amateur de 24 ans originaire de Caen, passionné d'urbex et de paysages post-industriels, décide de consacrer un week-end à cette fameuse ligne abandonnée. Armé de son appareil photo et d'un petit drone, il explore le tronçon le plus sauvage de la voie, entre Sourdeval et le Neufbourg. C'est une fin d'après-midi brumeuse d'avril, le genre de temps où le silence de la campagne est presque assourdissant, seulement troublé par le cri d'un oiseau de proie et le bruissement du vent dans les grands êtres. Léo fait décoller son drone pour capturer des vues aériennes de la voie ferrée, disparaissant dans la forêt d'Andenne. Il le pilote à basse altitude, suivant le tracé des rails rouillés qui affleurent à peine sous un tapis de mousse et de feuilles mortes. La lumière décline vite, la brume s'épaissit, transformant le paysage en une aquarelle aux tons gris et verts. Il est temps de rentrer. De retour à son appartement, Léo décharge les images sur son ordinateur. Il fait défiler les clichés, la plupart sont magnifiques, empreints d'une mélancolie poétique. Puis, il lance la vidéo. Le vol est fluide, l'image est stable. Il suit le chemin de fer qui s'enfonce dans un passage particulièrement encaissé, une tranchée creusée dans la roche et envahie par la végétation. C'est alors qu'il remarque quelque chose. Pendant une fraction de seconde, alors que le drone effectue un panoramique vers la droite, une forme sombre et indistincte semble se déplacer parallèlement à la voie, à la lisière des arbres. C'est flou, presque subliminal. Il repasse la séquence. Ralenti. Encore. Là.
Pendant moins d'une seconde, on distingue une masse sombre, longue, avec ce qui ressemble à des reflets métalliques ternes. Et surtout, une volute de fumée ou de vapeur très pâle qui s'élève et se dissipe aussitôt dans la brume ambiante. L'anomalie n'est présente que sur 3 ou 4 images. Léo est perplexe. Un animal ? Un sanglier ou un chevreuil ? Non, la forme est trop géométrique, trop longue. Un effet de lumière, un reflet sur l'objectif ? Peut-être. Un autre randonneur ? Impossible. La forme se déplace trop vite et sans bruit apparent. Il zoome au maximum, mais l'image se pixelise, ne révélant rien de plus qu'une silhouette énigmatique. Il ressent un malaise. Ce n'est rien, se dit-il. Juste une illusion d'optique, un artefact numérique. Mais au fond de lui, une autre pensée, plus irrationnelle, commence à germer. La forme qu'il a entrevue avait une cadence, un rythme, comme des wagons passant les uns après les autres dans la pénombre. Et cette fumée, elle ressemblait étrangement à la vapeur s'échappant d'une antique cheminée de locomotive. La légende du convoi 44, qu'il avait lue en préparant son excursion, lui revient en mémoire. Il la chasse d'un revers de main. Une coïncidence. Pourtant, il ne peut s'empêcher de sauvegarder la séquence vidéo dans un fichier à part, intitulé « Anomalie Mortain ». Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette petite anomalie numérique est la première pièce d'un puzzle bien plus vaste et bien plus troublant qui allait bientôt refaire surface, tirant d'autres témoins de l'ombre, tous liés par le passage silencieux d'un train qui ne devrait plus exister. La nuit suivante, Léo fait un rêve étrange. Il est sur la voie ferrée, dans le noir complet. Il n'entend rien, mais il sent les vibrations du sol sous ses pieds. Un rythme lourd, cadencé. Tac-tac, tac-tac, tac-tac. Puis, une odeur âcre de suie, de charbon et d'huile chaude. Et un froid glacial qui le pénètre jusqu'aux os. Un froid qui n'a rien à voir avec la température de la nuit. Il se réveille en sueur, le cœur battant. La simple idée de retourner sur cette voie ferrée lui donne la nausée. Mais sa curiosité est plus forte que sa peur. Il doit comprendre. Il passe les jours suivants à analyser l'image, à la traiter avec différents logiciels, à chercher des explications rationnelles. Il superpose des cartes anciennes et modernes, vérifie la météo de ce jour-là, cherche des témoignages d'activités inhabituelles dans la région. Rien. Le mystère reste entier. Le soir, il poste la vidéo sur un forum spécialisé dans les phénomènes paranormaux et les mystères inexpliqués, en prenant soin de rester anonyme. Il décrit le contexte, le lieu, et demande l'avis de la communauté. La vidéo, malgré sa brièveté et son caractère ambigu, suscite un débat animé. Les sceptiques crient au fake, à la pareidolie, à un simple insecte passant devant l'objectif, mais d'autres, plus intrigués, y voient quelque chose de plus. C'est l'un de ces internautes qui, le premier, mentionne le nom du « convoi 44 ». Et c'est là que tout bascule. L'histoire de Léo, partagée sur ce forum de niche, commence à faire son chemin. Les commentaires affluent, oscillant entre le scepticisme le plus total et une fascination morbide. C'est clairement un oiseau qui passe vite, arrêtez de psychoter, écrit un utilisateur. Non, regardez bien la cadence, c'est mécanique. Et la vapeur est indéniable, rétorque un autre. Le débat s'enflamme, mais reste confiné à ce cercle d'initiés. Loin de l'agitation virtuelle, à une 50aine de kilomètres de là, dans un pavillon de la petite ville de Flers, Marcel, 72 ans, ancien cheminot à la retraite et historien amateur à ses heures, tombe sur la discussion par hasard. Son petit-fils, féru de ces mystères en ligne, lui a montré la vidéo sur sa tablette, un peu pour le taquiner. « Regarde, papy, on a retrouvé un de tes vieux tacos dans les bois. »
Marcel, d'un naturel pragmatique et ancré dans le réel, balaie l'histoire d'un geste las, une ombre, un reflet, la jeunesse qui s'emballe pour rien. Pourtant, en regardant la courte séquence, un détail le frappe. La cadence. Ce rythme visuel de la forme sombre qui passe entre les arbres. Ça lui rappelle quelque chose. Le son métallique et régulier des bielles d'une locomotive à vapeur, le passage des essieux sur les éclisses qui joignent deux rails. Un son qu'il connaît par cœur pour l'avoir entendu des milliers de fois dans sa jeunesse, quand les dernières locomotives à vapeur assuraient encore le service des marchandises sur les lignes secondaires. Un son que son propre père, lui aussi cheminot, lui avait appris à reconnaître. Il ne dit rien à son petit-fils, mais l'image reste gravée dans son esprit. Le soir, seul dans son bureau qui sent le papier jauni et la cire d'abeille, il ne trouve pas le sommeil. Le nom du convoi 44, mentionné dans les commentaires, a ravivé une mémoire profonde, une histoire que son grand-père lui racontait à voix basse, comme un secret de famille. Son grand-père, qui travaillait à la gare de Vire en 1944, avait toujours juré avoir vu partir ce fameux train. Il se souvenait de la tension, du silence imposé, des visages graves des maquisards qui encadraient l'opération. Il décrivait une locomotive de type 140C, une machine robuste mais déjà ancienne, réquisitionnée à la hâte, et une suite hétéroclite de wagons couverts. Il parlait surtout de l'atmosphère, d'un sentiment de désastre imminent. Le train était parti dans la nuit, et le lendemain, c'était comme s'il n'avait jamais existé. Le silence radio. Les questions sans réponse. Puis les rumeurs, folles, terrifiantes. Marcel se lève et se dirige vers une grande armoire en chêne. Il en sort une boîte en fer blanc remplie de documents familiaux, des photos sépia, des livrets militaires et de vieux carnets noircis par l'écriture de son grand-père. Il feuillette les pages fragiles jusqu'à trouver l'année 1944. L'écriture est nerveuse, parfois difficile à déchiffrer. Il trouve la date, 12 juin 1944. Nuit de l'angoisse. Le convoi Espoir est parti. Que Dieu les garde. Silence total depuis. Les Boches sont nerveux. Les Américains bombardent tout. On dit que le train s'est perdu vers la fosse Arthur. On dit des choses terribles. Marcel ressent un frisson. Le convoi Espoir. C'était son nom de code. Il continue sa lecture. Les jours suivants, son grand-père note l'absence de nouvelles, le secret qui s'épaissit, les ordres de ne poser aucune question. Puis, plus rien. Le sujet disparaît de ses écrits, comme effacé de la mémoire collective par le chaos de la libération. Poussé par une curiosité nouvelle, Marcel passe les jours suivants à faire ce qu'il fait de mieux. Des recherches. Il exhume de vieilles cartes d'état-major de 1940, des plans du réseau ferré de l'époque, des archives départementales. Il ne trouve aucune mention officielle du convoi Espoir ou du convoi 44. Mais en épluchant les registres de la commune de Sourdeval, il trouve une note laconique dans le compte-rendu d'un conseil municipal de 1947. Discussion sur la demande d'indemnisation de la famille Dubois pour la disparition du père, médecin à bord d'un train sanitaire non identifié en juin 1944. Demande rejetée, faute de preuve de l'existence dudit convoi. C'était mince, mais c'était une trace. Une preuve administrative que quelque chose avait bien eu lieu. Le médecin Dubois. Son nom était sur la liste des personnes disparues de la région, mais sans plus de détails. Marcel retourne sur le forum en ligne. Il crée un compte avec un pseudonyme, Vapeur72, et poste un message prudent, adressé à l'auteur de la vidéo. Il ne parle pas de son histoire familiale, mais se présente comme un historien local. Il confirme l'existence de la légende, donne quelques détails techniques sur le type de locomotive qui aurait pu circuler sur cette voie. Il mentionne l'absence de caténaire,
l'impossibilité qu'il s'agisse d'un train moderne. Il termine son message par une question. La forme que vous avez filmée avait-elle une cheminée distincte à l'avant? Et le mouvement de la vapeur était-il pulsé comme des bouffées successives? Léo lit le message de Vapeur 72 avec un intérêt immense. Enfin, quelqu'un qui ne le traite pas de fou et qui apporte des éléments concrets. Il repasse la vidéo pour la 100e fois. Oui, maintenant qu'il y prête attention, la volute de fumée n'est pas continue. C'est une émission brève, une bouffée. Et la forme sombre, aussi floue soit-elle, semble plus haute à l'avant. Il répond à Marcel, confirmant ses intuitions. Un échange de messages privés s'ensuit. Le jeune photographe et le vieil historien, séparés par 50 ans mais unis par la même quête de vérité, commencent à tisser un lien. Marcel, avec sa connaissance du terrain et de l'histoire, et Léo, avec ses compétences techniques et son regard neuf. Ils conviennent qu'une simple vidéo ne suffit pas. Il faut retourner sur les lieux, mais cette fois-ci, ensemble. Au même moment, à une dizaine de kilomètres de la voie ferrée maudite, un couple, Clara et Julien, la trentaine, rentre tard d'un dîner chez des amis. Il est près d'1h du matin. Ils empruntent une petite route départementale qui traverse l'ancienne ligne de chemin de fer à un passage à niveau désaffecté, signalé par une simple croix de Saint-André rouillée. La route est déserte, plongée dans une obscurité que seuls les phares de leur voiture déchirent. Alors qu'ils approchent du croisement, Julien, qui conduit, ralentit instinctivement. Une lumière étrange filtre à travers les arbres sur leur gauche, là où la voie ferrée est censée être engloutie par la végétation. Ce n'est pas le phare d'une autre voiture. C'est une lumière jaunâtre, douce et vacillante. « Tu vois ça ?» demande-t-il à Clara. Elle acquiesce, les yeux écarquillés. La lumière semble se déplacer lentement, parallèlement à la route. Puis, un son leur parvient, étouffé par le bruit du moteur de leur voiture. Un son rythmé, métallique, un halètement lourd. Et soudain, alors qu'ils arrivent au niveau du passage à niveau, le son devient plus clair, plus proche. Un sifflet. Le son long, mélancolique et puissant d'un sifflet de train à vapeur qui résonne dans la nuit silencieuse. Un son qui n'a absolument rien à faire là. Ils se regardent, glacés d'effroi. Julien pile au milieu de la route. Il coupe le moteur. Le silence retombe, total. La lumière a disparu. Le son s'est évanoui. Il ne reste que le chant des grillons et les battements de leur propre cœur. Marcel sentait une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. L'échange avec le jeune Léo avait ravivé la flamme de l'historien en lui, mais aussi celle de l'enfant qui écoutait les récits de son grand-père. Il avait passé les dernières 48 heures plongé dans ses archives, comparant les cartes, relisant les témoignages épars. La mention du médecin Dubois était une piste cruciale. Il avait contacté les archives départementales de la Manche, demandant si un dossier existait au nom du docteur Alain Dubois, mentionné comme disparu en juin 1944. La réponse fut polie mais négative. Trop de dossiers perdus ou détruits pendant et après la bataille de Normandie. Le chaos de l'époque avait effacé d'innombrables histoires. Cependant, l'archiviste, un homme d'un certain âge, lui confia une anecdote officieuse. Il avait entendu parler de rumeurs concernant un train de la dernière chance qui aurait tenté d'évacuer des blessés et des personnalités de la résistance depuis la région de Vire. Une opération secrète qui aurait mal tourné. La version officielle, ou plutôt l'absence de version officielle, serait due au fait que le train transportait aussi quelques officiers allemands de haut rang, capturés et servant de monnaie d'échange ou de boucliers humains. Une telle information, si elle avait été révélée à l'époque,
aurait pu être désastreuse pour le moral et l'image des forces françaises de l'intérieur. Cette nouvelle complexité donnait encore plus de poids au silence qui entourait le convoi 44. Ce n'était plus seulement une tragédie, mais un secret d'état potentiel, un fantôme dont on avait délibérément effacé les traces. Marcel était maintenant convaincu que la vidéo de Léo n'était pas une simple illusion. C'était une manifestation, un écho. Il fixa un rendez-vous avec le jeune homme pour le samedi suivant sur le parking de la petite église du Neuf-Bourg, non loin de la zone de l'observation. Quand il vit arriver la vieille Clio de Léo, il fut frappé par le contraste entre la jeunesse et l'enthousiasme du photographe et la gravité du sujet qui les réunissait. Léo, de son côté, fut immédiatement rassuré par le regard bienveillant et l'air compétent de Marcel. La poignée de main fut franche. Ils n'étaient plus deux pseudonymes sur un forum, mais deux enquêteurs. Marcel avait apporté un thermos de café et une grande carte IGN dépliée sur le capot de sa voiture. Il montra à Léo le tracé exact de l'ancienne voie, les ponts, les tunnels, et surtout, la tranchée encaissée où le drone avait capturé l'anomalie. « C'est un endroit particulier », expliqua Marcel. « On l'appelle la tranchée des oubliés. La légende locale dit que c'est là que le train a été vu pour la dernière fois. Le passage est si étroit et la végétation si dense qu'un bombardement aurait pu facilement ensevelir le convoi entier, le faisant disparaître sous des milliers de tonnes de terre et de roches. » Il raconta ensuite à Léo tout ce qu'il avait appris. L'histoire de son grand-père, la note sur le médecin du bois, la rumeur sur les prisonniers allemands. Léo écoutait, fasciné. Son histoire d'anomalie vidéo prenait soudain une dimension historique et humaine poignante. Ce n'était plus un simple phénomène paranormal, mais l'écho d'un drame humain. « Allons-y », dit finalement Léo, son appareil photo en bandoulière. Ils laissèrent la voiture de Marcel et prirent celle de Léo pour s'enfoncer sur un chemin de terre qui menait au plus près de l'ancienne voie. La dernière partie du trajet se fit à pied. L'atmosphère changea radicalement. Ils quittèrent les champs ouverts pour pénétrer dans un sous-bois dense et humide. Le silence n'était rompu que par le craquement des branches sous leurs pieds. La voie ferrée n'était plus qu'une suggestion, une ondulation dans le sol recouverte de mousse. Ils arrivèrent enfin à la tranchée des oubliés. L'endroit était encore plus impressionnant en vrai. Des parois de schiste sombre, hautes de plusieurs mètres, encadraient le passage. La lumière du jour peinait à percer le couvert des arbres, créant une pénombre perpétuelle. Un sentiment d'oppression et de tristesse flottait dans l'air. Léo sentit un frisson parcourir son échine, le même que celui de son rêve. Marcel, lui, semblait absorbé, son regard balayant chaque détail. « C'est ici », dit Léo à voix basse, en montrant un point précis. C'est de là que venait la forme. Ils commencèrent à inspecter le sol méticuleusement. Léo cherchait des traces physiques, tandis que Marcel scrutait la végétation, les rochers, cherchant une anomalie géologique, une cicatrice dans le paysage. Pendant près d'une heure, ils ne trouvèrent rien d'autre que des détritus modernes et des rails rongés par la rouille. Léo commençait à douter. Et si ce n'était vraiment qu'un reflet? C'est alors que Marcel, qui fouillait la base de la paroi rocheuse à un endroit où un petit éboulement avait mis la terre à nu, poussa une exclamation. « Léo, venez voir !» Il tenait dans sa main un petit objet métallique, noirci et corrodé. Il le nettoya avec son mouchoir. C'était un bouton en métal avec un insigne gravé dessus, un bâton enroulé d'un serpent, le caducée, l'emblème des médecins. Mais ce n'était pas le caducée français moderne. C'était un design plus ancien, plus stylisé.
Marcel le reconnut immédiatement pour l'avoir vu sur de vieilles photos militaires. C'était l'insigne du service de santé des armées des années 30 et 40. Le médecin Dubois, murmura Léo, les yeux fixés sur le petit objet. Trouver ce bouton, ici, à cet endroit précis, ne pouvait être une coïncidence. C'était une preuve tangible, un lien direct avec le passé qui gisait là depuis près de 80 ans. Ils restèrent silencieux un long moment, le poids de leur découverte les écrasant. Le fantôme venait d'acquérir une substance, une réalité. Au même instant, à la gendarmerie de Mortain, Clara et Julien tentaient maladroitement de raconter leur histoire à un jeune gendarme qui les écoutait d'une oreille distraite, tapotant sur son clavier. Des lumières et un sifflet de train sur la vieille voie. Vous êtes sûr que vous n'aviez pas un peu bu hier soir ? Dit-il avec un sourire en coin. Gênés et se sentant ridicules, ils insistèrent. Ils n'avaient pas bu. Ils étaient là certains de ce qu'ils avaient vu et entendu. Le gendarme soupira et prit leur déposition, la classant mentalement dans la catégorie « faits divers » et « illuminés locaux ». On va jeter un œil, mais ne vous attendez pas à des miracles. Il n'y a plus de rails depuis des lustres par là-bas. En sortant de la brigade, Clara était au bord des larmes, frustrée et humiliée. Julien, lui, était en colère. Il nous a pris pour des fous. Ils décidèrent de ne plus en parler à personne, mais l'image de cette lumière vacillante et le son de ce sifflet plaintif allaient les hanter bien plus qu'ils ne l'imaginaient. La nouvelle de leur déposition, même classée sans suite, allait cependant faire son chemin dans le petit monde des rumeurs locales et finir par arriver aux oreilles de la seule personne capable de la comprendre, Marcel. La rencontre entre Léo et Marcel avait changé la nature de leur quête. Ils n'étaient plus à la recherche d'un fantôme, mais des traces d'une tragédie humaine. Le bouton du médecin était une relique, un fragment de vie arraché à l'oubli. Ils passèrent le reste de l'après-midi à ratisser la zone autour de la tranchée des oubliés. Leurs efforts furent net récompensés par d'autres découvertes, plus petites, mais tout aussi significatives. Un éclat de métal tordu qui, après nettoyage, se révéla être un fragment d'une boucle de ceinturon allemand, type Gottmittens. Un morceau de verre épais et verdâtre, peut-être le reste d'une bouteille de pharmacie. Chaque objet était une pièce du puzzle, confirmant la nature hétéroclite du convoi. Des Français, des Allemands, du personnel médical. Le récit du grand-père de Marcel et les rumeurs d'archives prenaient corps sous leurs yeux. Ils photographièrent, localisèrent et collectèrent précieusement chaque artefact comme sur une scène de crime gelée dans le temps. En rentrant, un sentiment étrange les habitait, un mélange d'excitation et de profonde tristesse. Ils avaient touché du doigt un secret douloureux. Marcel décida d'activer son réseau de connaissances locales. Il était membre d'une association d'histoire locale et connaissait beaucoup de monde dans la région, y compris quelques gendarmes à la retraite. C'est par l'un d'eux, une semaine plus tard, qu'il entendit parler de l'étrange déposition du couple à la gendarmerie de Mortain. L'ancien gendarme lui raconta l'histoire sur le ton de la plaisanterie. Une drôle d'histoire de train fantôme. Mais Marcel l'écouta avec la plus grande attention. Une lumière, un sifflet, un passage à niveau désaffecté sur la même ligne. La date et l'heure correspondaient à une période de forte humidité, propice, selon les légendes, aux manifestations de ce genre. Il obtint discrètement les noms de Clara et Julien. Retrouver leur numéro de téléphone dans l'annuaire de la petite commune où ils résidaient fut un jeu d'enfant. C'est Marcel qui appela. Il s'attendait à de la méfiance, voire à un rejet. Il se présenta comme un historien local enquêtant sur les légendes de la région et mentionna sobrement qu'il avait entendu parler de leur expérience.
À sa grande surprise, après un court silence, ce fut Clara qui prit la parole, sa voix tremblante d'émotion. Pour la première fois, quelqu'un les prenait au sérieux. Elle raconta leur histoire en détail, la lumière dansante, le son métallique et ce sifflet déchirant qui lui avait glacé le sang. Julien confirma chaque mot. Il n'était pas fou. Marcel les écouta patiemment, sans les interrompre. Puis, il leur parla de sa propre enquête, de la vidéo de Léo, de la légende du convoi 44 et de la découverte du bouton de médecin. Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Clara et Julien étaient abasourdis. Leur expérience isolée et terrifiante s'inscrivait soudain dans un contexte plus large, plus cohérent. Ils n'étaient plus seuls. Une rencontre fut organisée quelques jours plus tard, chez Marcel. L'atmosphère était d'abord un peu tendue. Léo, Clara et Julien, 3 personnes de la même génération, mais que tout séparait, face au vieil historien. Mais lorsque Léo projeta sa vidéo sur le mur du salon et que Clara reconnut l'atmosphère brumeuse et la lumière étrange, la glace fut rompue. Elle décrivit la lumière qu'elle avait vue comme organique, vivante, comme la lanterne d'un vieux film. Julien, plus cartésien, insista sur le son. Ce n'était pas un enregistrement. Le son avait une direction. Il se déplaçait. Et le sifflet. C'était un son plein, riche en harmonique. Un vrai sifflet à vapeur. Les 4 témoins mirent leur récit en commun. Léo avait l'image, Clara et Julien avaient la lumière et le son. Marcel avait le contexte historique et les preuves matérielles. Tout convergeait. Ils réalisèrent que leurs expériences avaient eu lieu à des endroits différents de la ligne, mais à des moments similaires, la fin du jour ou la nuit, par temps brumeux ou humide. Comme si le fantôme profitait d'un voile pour se manifester. C'est ce que les anciens appellent une mémoire des lieux, expliqua Marcel. Une empreinte énergétique laissée par un événement d'une violence ou d'une charge émotionnelle extrême. L'humidité, l'atmosphère, agirait comme un révélateur, permettant à cette empreinte de devenir perceptible. Ce n'est pas un fantôme au sens traditionnel, mais un enregistrement qui se rejoue. L'explication, à la frontière de la science et de la métaphysique, semblait satisfaire tout le monde. Elle donnait un cadre rationnel à l'irrationnel. Mais Léo voulait aller plus loin. Un enregistrement peut être déclenché, dit-il. Si cet événement a eu lieu autour du 12 juin 1944, peut-être que l'anniversaire est un moment clé. C'est dans 3 semaines. Une idée folle germa dans son esprit. Nous devrions y retourner, tous les 4, la nuit du 12 juin, avec du matériel pour enregistrer le son, la température, les champs électromagnétiques. Nous n'aurons peut-être qu'une seule chance de capturer quelque chose de plus concret. Le silence se fit dans la pièce. L'idée était audacieuse, effrayante même. Clara hésitait. La peur de revivre ce moment était forte. Julien, piqué au vif par le scepticisme du gendarme, était partant. Il voulait des preuves. Marcel, après un instant de réflexion, hocha la tête. Le grand-père a écrit « Nuit de l'angoisse ». Il faut peut-être y être, cette nuit-là, pour comprendre. C'est notre devoir envers ces oubliés. Son regard se posa sur Clara. Nous serons ensemble. Nous n'aurons pas peur. Finalement, elle accepta. Le pacte était scellé. Les 4 témoins allaient organiser une veillée, une expédition au cœur de la nuit et de la mémoire, pour tenter de rencontrer, une fois pour toutes, le train fantôme de Normandie. Les préparatifs commencèrent, mêlant la rigueur scientifique de Léo à la connaissance historique de Marcel et à la mémoire sensorielle de Clara et Julien.
Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver, mais ils étaient déterminés à affronter le fantôme de la tranchée des oubliés. Ils se préparaient à une nuit qui allait changer leur perception de la réalité pour toujours. Ils choisirent leur poste d'observation avec soin. Un petit promontoire rocheux qui surplombait la tranchée, offrant une vue dégagée tout en étant légèrement en retrait, pour ne pas perturber le phénomène. Un lieu où la sécurité primait sur la proximité. La tension montait à mesure que la date approchait, un mélange d'appréhension et d'impatience fiévreuse. Clara et Julien, malgré leur accord, vivaient les semaines précédant le 12 juin avec une anxiété croissante. Leur expérience au passage à niveau avait laissé une marque plus profonde qu'ils ne voulaient l'admettre. La nuit, le moindre bruit insolite les faisait sursauter. Le sifflet du train fantôme résonnait parfois dans leur mémoire, non plus comme une curiosité, mais comme un avertissement. Parler à Marcel et Léo avait été un soulagement immense. Savoir qu'ils n'étaient pas les seuls, que leur perception n'était pas le fruit de leur imagination, avait validé leur expérience. Mais cela la rendait aussi terriblement réelle. Le fantôme n'était plus une hallucination d'un soir, mais un phénomène documenté, presque tangible. Clara, de nature plus sensible, était la plus affectée. Elle se plongea dans des recherches sur l'histoire locale, lisant des livres sur la bataille de Normandie, essayant de comprendre l'enfer qu'avaient vécu les habitants de la région. Elle se sentait investie d'une sorte de devoir de mémoire. Ce train n'était pas une attraction paranormale, c'était un tombeau, et ses passagers méritaient le respect. Julien, lui, abordait l'échéance avec un état d'esprit plus combatif. L'humiliation ressentie à la gendarmerie s'était muée en une détermination froide. Il voulait des données, des preuves irréfutables qui cloueraient le bec aux sceptiques. Il aida Léo dans les préparatifs techniques, se documentant sur les enregistreurs audio à haute sensibilité et les détecteurs de champs électromagnétiques. Il voulait maîtriser la situation, ne plus être une victime passive d'un phénomène qu'il ne comprenait pas. Leur dynamique de couple s'en trouva modifiée. Le secret partagé et l'attente de la veillée du 12 juin les rapprochèrent. Ils ne pouvaient en parler à personne d'autre, ce qui renforça leur lien. Ils étaient les témoins auditifs, le complément indispensable à l'œil de Léo et au savoir de Marcel. Leur témoignage était crucial, car il était purement sensoriel, non pollué par une connaissance préalable de la légende. Ils avaient entendu le train avant même de savoir qu'il était censé exister. Marcel, de son côté, continuait son travail de fourmi. Il avait réussi à retrouver une lointaine petite nièce du docteur Alain Dubois, une dame âgée vivant près de Rennes. Elle ne se souvenait pas de son grand-oncle, disparu bien avant sa naissance, mais elle possédait une vieille photo de lui. Elle l'envoya à Marcel. C'était le portrait d'un homme d'une quarantaine d'années, au regard doux et fatigué. Sur le col de son uniforme, à peine visible, on distinguait le fameux insigne au caducée. Marcel montra la photo aux trois autres. Le fantôme avait maintenant un visage. La tragédie devenait de plus en plus personnelle. La petite nièce du médecin ne connaissait pas les circonstances exactes de sa disparition, seulement qu'il s'était porté volontaire pour une mission dangereuse. La rencontre des 4 témoins avait eu un effet catalyseur. Chacun apportait une pièce essentielle. Léo avait l'étincelle initiale, la preuve visuelle qui avait tout déclenché. Marcel avait la clé historique, le contexte qui donnait un sens au phénomène. Et Clara et Julien avaient la confirmation sensorielle, la preuve que le train ne faisait pas que se montrer, il se faisait aussi entendre, il vivait. Leurs récits combinés formaient un tableau cohérent et troublant. La tranchée des oubliés n'était pas le seul lieu de manifestation. Le train semblait suivre son ancien parcours, se manifestant de manière fragmentaire à différents endroits,
une ombre fugace ici, un son lointain là-bas. Ils réalisèrent que le passage à niveau où Clara et Julien avaient eu leur expérience se situait à environ 5 km en amont de la tranchée filmée par Léo. C'était la suite logique du trajet du convoi. Ils commençaient à cartographier le parcours du fantôme. La question qui les taraudait était « Pourquoi maintenant ? Pourquoi ces manifestations en 2023 après des décennies de quasi-silence ?» Marcel avait une théorie. La nature reprend ses droits, mais le temps fait aussi son œuvre. Les derniers témoins directs de l'époque disparaissent. Peut-être que la mémoire des lieux s'active quand la mémoire des hommes s'efface, comme pour refuser l'oubli total. Léo, plus pragmatique, pensait que la multiplication des technologies, drones, caméras sensibles, smartphones, permettait simplement de capturer des choses qui passaient inaperçues auparavant. Les deux théories n'étaient pas incompatibles. Le soir du 11 juin, la veille de la date fatidique, les quatre se réunirent une dernière fois chez Marcel pour finaliser leur plan. L'excitation était palpable, mêlée à une appréhension solennelle. Léo avait préparé le matériel, 2 appareils photo sur trépied réglés pour des pauses longues, un enregistreur audio stéréo avec des microphones directionnels pointés vers la voix, un détecteur de champs électromagnétiques, CEM, et un thermomètre infrarouge pour mesurer les variations de température à distance. Il n'allait pas faire de chasse aux fantômes agressive, mais plutôt une observation respectueuse. Leur but n'était pas de provoquer, mais de témoigner. Ils se répartirent les tâches. Léo gérerait le matériel photographique et vidéo. Julien serait responsable de l'audio et du détecteur de CEM. Clara aurait pour mission de tenir un journal de bord, notant chaque observation, chaque sensation, chaque bruit, avec l'heure exacte. Marcel, avec sa connaissance du terrain, serait leur guide et leur ancre historique. Ils décidèrent de se rendre sur place vers 22h pour s'installer tranquillement avant minuit, l'heure approximative à laquelle le convoi était parti en 1944. Ils emportèrent des thermos, des lampes de poche à lumière rouge pour ne pas s'éblouir et des sièges pliants. Ils se firent une promesse. Quoi qu'il arrive, ils resteraient groupés et calmes. Pas de panique. Juste l'observation. En se quittant ce soir-là, ils se regardèrent différemment. Ils n'étaient plus de simples connaissances réunies par le hasard. Ils étaient une équipe, liée par un secret et une nuit à venir. Chacun rentra chez soi avec le sentiment de vivre un moment unique, un de ces tournants où la frontière entre le monde connu et l'inconnu s'apprête à devenir incroyablement mince. La nuit du 12 juin promettait d'être claire, avec une lune presque pleine. Des conditions a priori peu favorables à une apparition fantomatique, ce qui ne fit qu'ajouter au suspense. Le fantôme de Normandie allait-il honorer son rendez-vous ? Le 12 juin au soir, une tension sourde régnait dans la voiture qui les menait vers la forêt. Personne ne parlait. Le ciel était d'une clarté laiteuse, la lune presque pleine jetant des ombres précises sur le paysage normand. Les conditions semblaient char contraires à tout ce qu'ils avaient anticipé. Pas de brume, pas d'humidité stagnante. Seul un silence profond, presque anormal. Ils se garèrent à l'endroit habituel et commencèrent leur marche d'approche dans la pénombre. La forêt, sous la lumière lunaire, avait un aspect spectral. Les troncs des êtres ressemblaient à des ossements blancs, et le chemin de fer, à peine visible sous la végétation, à une colonne vertébrale disloquée. Arrivés sur le promontoire surplombant la tranchée des oubliés, ils installèrent leur campement de fortune en silence. Les gestes étaient lents, mesurés. Léo mit en place ses appareils photo, réglant les objectifs vers le cœur de la tranchée.
Julien planta les microphones dans le sol, les orientant pour créer une captation stéréo du passage. Il alluma le détecteur de CEM qui émit un léger grésillement de fond, stable et rassurant. Clara ouvrit son carnet sur ses genoux, sa lampe frontale rouge projetant une lueur douce sur la page blanche. Marcel, debout, observait la scène, le visage grave. Il avait le sentiment d'être un gardien, veillant sur un lieu de repos qui allait peut-être être troublé. 22h30. Tout était en place. L'attente commença. Les minutes s'égrenaient, longues comme des heures. Le seul son était le bruissement occasionnel du vent dans les feuilles et le ululement lointain d'une chouette. Le détecteur de CEM restait silencieux. Le thermomètre indiquait une température stable de 12 degrés Celsius. Clara notait « 23 Ron ». Rien à signaler. L'atmosphère est calme, presque trop. Impression d'être des intrus. Ils parlaient à voix basse, échangeant des impressions. Julien avoua se sentir un peu ridicule, assis au milieu des bois en pleine nuit. Léo, concentré sur ses réglages, restait optimiste. Marcel, lui, semblait ailleurs, comme s'il écoutait quelque chose d'inaudible pour les autres. 23h45. La lune était haute dans le ciel, éclairant la tranchée d'une lumière crue. L'espoir commençait à s'amenuiser. Et si tout cela n'avait été qu'une suite de coïncidences? Si le phénomène ne se produisait que dans des conditions bien précises, absentes ce soir-là? Minuit. L'heure symbolique. Rien. Le silence. Une légère déception flottait dans l'air. Clara écrivit « 00h15 ». Toujours rien. Le froid commence à se faire sentir. C'est à ce moment-là que les choses commencèrent à changer. De manière subtile, presque imperceptible. Ce fut Marcel qui le sentit en premier. « Le vent est tombé », murmura-t-il. C'était vrai. Le léger bruissement des feuilles avait cessé. Un silence absolu, comme si la forêt retenait son souffle. Puis Clara frissonna, malgré sa veste épaisse. « Vous ne trouvez pas qu'il fait plus froid, d'un coup ?» Léo pointa le thermomètre infrarouge vers le fond de la tranchée. L'affichage digital chuta brutalement. 12, 10, 8, 6 degrés. C'est impossible, souffla Julien. Une chute de 6 degrés en moins d'1 minute sans raison apparente. C'est alors que le détecteur de CEM se mit à crépiter. D'abord doucement, puis de plus en plus fort, les diodes s'allumant les unes après les autres. Julien regarda l'appareil, fasciné et terrifié. Le champ électromagnétique grimpait en flèche, sans aucune source électrique à des kilomètres à la ronde. « Ça vient de la voix », dit-il, la voix étranglée. Une odeur étrange monta jusqu'à leurs narines, une odeur âcre et métallique. La suie, le charbon chaud, l'huile brûlée. Une odeur d'un autre temps, qui n'avait rien à faire dans cette forêt. Léo, qui avait fait le même rêve, sentit la panique l'envahir, mais il se força à rester calme et déclencha ses appareils photo en mode rafale. Les microphones de Julien captèrent alors un son très faible au début, lointain. Un rythme sourd, grave, qui semblait venir non pas de l'air, mais du sol. Tac-tac, tac-tac, tac-tac. Les vibrations montaient le long de leurs jambes. Le son se rapprochait, gagnant en intensité. Ce n'était plus seulement une vibration, mais un bruit de roulement métallique, un halètement puissant et rythmé. Le bruit caractéristique d'une locomotive à vapeur en plein effort. Ils regardaient tous vers l'entrée de la tranchée, les yeux écarquillés. Ils ne voyaient rien. La voie était vide, baignée de la lumière lunaire. Pourtant le son était là, indéniable, assourdissant, semblant passer juste en dessous d'eux. Puis vint la lumière. Pas des phares,
une lueur jaunâtre et diffuse qui sembla naître au cœur même de la tranchée, éclairant les parois rocheuses de l'intérieur. La lueur se déplaçait avec le son, projetant des ombres fugaces et déformées. Des ombres qui avaient la forme de fenêtres de wagons, carrées, s'étirant et se succédant à un rythme régulier. Il ne voyait pas le train, mais il voyait sa lumière, son absence de présence projetant des ombres sur le monde réel. C'était un négatif, un fantôme de lumière et de son. Le vacarme était à son comble quand, soudain, le sifflet retentit. Un son d'une puissance et d'une tristesse infinie qui déchira la nuit et sembla faire vibrer l'air, leurs os, leurs âmes. Ce n'était pas un son agressif, mais une plainte, un appel désespéré lancé à travers le temps. Clara éclata en sanglots silencieux, les mains sur sa bouche. Julien, blême, tenait son casque audio, les yeux fermés, totalement immergé dans l'expérience sonore. Léo, tremblant, continuait de déclencher ses appareils, espérant capturer ne serait-ce qu'une parcelle de cette lumière impossible. Marcel, lui, ne bougeait pas. Il regardait la scène avec une infinie tristesse, comme s'il disait un dernier adieu à ses âmes perdues. Le cortège de sons et de lumière passa sous eux et continua son chemin dans la tranchée, le bruit diminuant progressivement. Le sifflet retentit une dernière fois, plus faible, plus lointain, avant de s'évanouir. Puis, aussi soudainement qu'il était venu, le silence revint. Le grésillement du détecteur de CEM cessa. Léo pointa à nouveau le thermomètre. La température était remontée à 11 degrés. L'odeur de suie s'était dissipée. La lune éclairait une tranchée vide et silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Ils restèrent immobiles pendant de longues minutes, hébétés, secoués jusqu'au plus profond de leur être. Ils ne s'étaient pas contentés de voir ou d'entendre un fantôme. Ils l'avaient ressenti, respiré. Ils avaient été les témoins du passage du convoi 44. Le silence qui suivit le passage du train était plus profond, plus lourd qu'avant. Il était chargé de l'écho de ce qu'ils venèrent de vivre. Personne n'osait parler, de peur de briser le sceau de cet instant irréel. Ce fut Léo qui, d'une voix rauque, rompit le charme. Je l'ai. Il montra l'écran de contrôle de son appareil photo. Sur les images, prises en pose longue, la lumière lunaire dessinait la tranchée avec une netteté parfaite. Mais superposé à ce décor, un long filet de lumière jaunâtre et spectrale traversait le cadre. Une traînée lumineuse qui n'avait aucune source physique, ponctuée de zones plus sombres à intervalles réguliers, correspondant aux ombres des fenêtres qu'ils avaient cru deviner. Ce n'était pas une preuve irréfutable pour le monde extérieur. On pourrait toujours crier à la retouche, à un effet de light painting. Mais pour eux, c'était la confirmation visuelle de leur expérience collective. Julien retira son casque, le visage défait. « L'enregistrement est incroyable, dit-il. On entend tout. Le roulement, les bielles, le crissement des roues sur les rails et le sifflet. Mon Dieu, ce sifflet. Ils remballèrent leur matériel dans un état second, leurs gestes mécaniques contrastant avec le tumulte de leurs pensées. Le chemin du retour vers la voiture se fit dans un silence recueilli. Ils n'étaient plus les mêmes. La frontière entre le connu et l'inconnu, entre le passé et le présent, avait été franchie. Ils ne s'étaient mince pas contentés d'observer une légende. Ils en faisaient désormais partie. Dans les jours qui suivirent, ils se réunirent à plusieurs reprises pour analyser les données collectées. Les photographies de Léo étaient troublantes. L'enregistrement audio de Julien, une fois nettoyé des bruits parasites, était d'une clarté effarante. On pouvait distinguer le halètement de la machine, le choc des tampons entre les wagons,
un bruit de fond qui ressemblait à des gémissements humains étouffés. C'était un document sonore d'un autre temps, une archive impossible. Le graphique du détecteur de CEM montrait un pic massif et inexplicable, parfaitement synchronisé avec le passage du phénomène. La courbe de température confirmait la chute brutale et localisée. Ils avaient des données, des mesures, des preuves qui corroboraient leur témoignage sensoriel. Mais que faire de tout cela? La question les obséda. Devaient-ils rendre leur histoire publique au risque de passer pour des illuminés, de voir leur expérience déformée, tournée en ridicule ou transformée en attraction de foire? Clara était la plus réticente. C'était un moment intime, presque sacré, disait-elle. C'est un tombeau. On ne peut pas le livrer en pâture aux médias et aux curieux. Nous devons le respect à ces âmes. Marcel était d'accord avec elle. En tant qu'historien, il savait comment la vérité pouvait être tordue. Notre témoignage est ce qu'il est. Il est pour nous, et peut-être pour les descendants, comme la petite nièce du docteur Dubois. Nous avons percé le secret. Il n'est pas nécessaire de le crier sur les toits. L'oubli est vaincu, pour nous du moins. Julien et Léo, initialement tentés par l'idée de partager leurs preuves pour prouver qu'ils avaient raison, finirent par se ranger à leur avis. Ils comprirent que la valeur de leur expérience ne résidait pas dans la reconnaissance publique, mais dans le lien qu'ils avaient tissé avec ce fragment d'histoire. Ils prirent une décision collective. Ils ne diffuseraient pas les enregistrements audio ou les photos les plus explicites. Ils choisirent de garder le secret, de devenir les gardiens de la mémoire du convoi 44. L'histoire que vous lisez aujourd'hui est une version délibérément partielle, une façon de rendre hommage sans trahir l'intimité du phénomène. Elle est le fruit de leurs témoignages rassemblés, une manière de s'assurer que la légende ne meurt pas, tout en protégeant le lieu et son mystère. L'expérience les a changés pour toujours. Léo a continué la photographie, mais son regard sur les paysages abandonnés n'est plus le même. Il y cherche moins l'esthétique de la ruine que les traces invisibles des vies qui les ont habitées. Clara et Julien ont déménagé, mais pas à cause de la peur. Ils ont senti le besoin de s'éloigner de cette région chargée d'une telle intensité. Le son du sifflet ne les hante plus, il fait partie d'eux, comme le souvenir d'une rencontre profonde et mélancolique. Marcel, lui, est retourné une dernière fois dans la tranchée des oubliés. Seul, en plein jour. Il a déposé une simple fleur des champs à l'endroit où il avait trouvé le bouton du médecin. Il n'a rien dit, mais son silence était une prière. Il a achevé ses recherches, consignant toute l'histoire dans un carnet qu'il a légué à ses petits-enfants, avec la consigne de ne le partager qu'avec ceux qui sauraient écouter avec leur cœur. Le train fantôme de Normandie n'est pas une histoire d'horreur. C'est une histoire de mémoire, de traumatisme et de résilience. C'est le récit d'un événement si violent qu'il a laissé une cicatrice non seulement dans la terre, mais aussi dans le tissu du temps. Les témoins de 2023 n'ont pas vu des spectres vengeurs, mais l'écho d'une souffrance, la répétition d'un départ sans retour, une plainte contre l'oubli. La science ne peut pas tout expliquer, et peut-être ne le doit-elle pas. Certains mystères sont faits pour nous rappeler les limites de notre compréhension et l'infinie complexité du monde. Ils nous rappellent que le passé n'est jamais vraiment mort, qu'il dort sous nos pieds, dans l'air que nous respirons, et qu'il attend parfois simplement un regard, une écoute, pour se manifester à nouveau. La prochaine fois que vous vous promènerez sur un sentier abandonné ou que vous traverserez un lieu chargé d'histoire, tendez l'oreille, regardez attentivement, car les fantômes ne sont peut-être pas ceux que l'on croit,